Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes pas loin d'une centaine. On a beaucoup de personnes attendues ce soir. On est très très heureux de vous accueillir au sein du bureau de la Première Brique. On a autour de la table plusieurs personnes pour discuter de ce thème que je vais laisser Valentine présenter juste après. On a Emmanuel, coach en intelligence artificielle. En intelligence financière et émotionnelle, pardon, c'est tellement tendance et c'est tellement sujet en ce moment aussi, et c'est autrement intéressant. Coach en intelligence financière et émotionnelle, Valentine, qui est la directrice générale de Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, une start-up lyonnaise qui rend l'investissement accessible à tous. Bonsoir. Julien, le CEO et cofondateur de Gédéon. Donc Gédéon, une start-up lyonnaise qui est là pour sauver la retraite des Français, rien que ça, grâce à la digitalisation du PER. Et pour ma part, Hugo, président et cofondateur de La Première Brique, qui est une société de financement participatif immobilier, accessible à partir de 1 euro pour près de 12% de rendement. Voilà. Je laisse la main à Valentine qui va animer ce débat. Allez, bienvenue à tous, bonsoir. On est parti sur une petite session de 45 minutes autour de l'argent, autour de tout ce que ça implique. L'idée de la soirée, c'est vraiment ce collectif Cash sur table qui a été monté et mené d'une conviction commune partagée par Hugo, Julien et moi sur Mon Petit Placement. Bon, voilà, on s'est dit... L'argent, tout le monde est concerné par l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus souvent, tous ensemble? En tout cas, si vous en parlez peut-être en famille ou entre amis, c'est rare en tout cas d'en parler directement avec ses pairs, alors même qu'on travaille tous là-dessus. Et vous le savez peut-être, c'est la semaine de l'éducation financière en France. Pendant une semaine, du coup, on essaye aussi d'agir un petit peu pour toujours renforcer cette éducation financière. Et donc, avant de parler d'éducation financière, il y avait un thème qui nous était cher, c'était celui de l'anxiété financière, parce que c'est vrai qu'avant de devenir des experts en investissement, il faut déjà être à l'aise avec ces sujets d'argent. Donc, les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui, c'est quand même grosso modo, pourquoi est-ce que l'argent nous stresse? Comment est-ce qu'on peut essayer de reprendre la main? Et bien sûr, ensuite, voir comment on peut transformer l'essai pour l'investir et au mieux sauver sa retraite, au pire faire 12% par an et entre-temps peut-être avoir un espace un peu plus clair, plus accessible. Donc, le format du jour, c'est une table ronde, donc sentez-vous libre à la maison et nous, entre nous aussi, d'interagir. Bon, évidemment, peut-être pas de se couper la parole, mais en tout cas de rebondir. Il y a aucune mauvaise oh là, pardon. Il y a aucune mauvaise participation. On peut poser des questions très librement et l'idée, c'est de pouvoir évidemment admettre qu'on ne comprend pas tout sans se sentir trop jugé. Voilà. Tout ça commence Cash sur table avec un baromètre. Donc, une grosse étude qu'on a menée en début d'année pour se poser des vraies questions sur qu'est-ce que c'est finalement cette anxiété financière, comment est-ce qu'on peut la traiter. Et donc, on vous partage quelques premiers petits chiffres de notre baromètre avec notamment quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup frappé quand on a eu les résultats, c'est 2 Français sur 3 ressentent une anxiété financière marquée. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais c'est vrai que je l'avais pas vu venir, moi, c'est là, en tout cas. Alors, c'est toi qui n'es pas stressé sur nous 3, c'est ça? J'ai l'impression, en fait, c'est ça. Et de même, en fait, 1 Français sur 2 reporte une décision importante par peur financière. Donc, il y a quand même quelque chose de profond chez les Français autour de la protection, de prendre la mauvaise décision, d'attendre avant d'agir. Donc, 1 Français sur 2, c'est beaucoup en termes de statistiques. Quand même, elle est assez violente, celle-là. Et puis, il y en a encore une stat qu'on voulait vous partager, c'est 77% des Français qui ne se sentent pas bien accompagnés par leur banque. Donc, c'est vrai qu'on prend ces 3 données, on les met sur la table, on les mélange, ça donne un état de l'anxiété financière en France qui est quand même plutôt
pas bon du tout. Emmanuel, toi, quand tu vois ces chiffres, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend? Est-ce que, en fait, ça fait très longtemps que c'est comme ça en France? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, quand je vois ces chiffres, en effet, alors ça ne me surprend pas vraiment. Je vais vous avouer cela. Ça met en chiffre quelque chose que beaucoup de personnes vivent et que j'ai déjà constaté aussi dans mes accompagnements, c'est que l'argent est devenu une charge mentale permanente. Et ce qui me frappe surtout par rapport au retour du baromètre justement que vous m'avez partagé, c'est que l'angoisse, bien, elle ne touche pas seulement des personnes qui sont en difficulté immédiate. On voit bien en fait qu'on peut être plutôt confortable sur le papier et malgré tout justement ressentir cette insécurité. En pratique, ça veut dire que le sujet ici, il n'est pas seulement budgétaire, il va être aussi émotionnel, cognitif et un point aussi fondamental, décisionnel. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit 77% des Français ne se sentent pas bien accompagnés par leur banque, eh bien, on constate un manque de repères. Quand on parle en face d'inflation, de guerre, de retraite, de fiscalité, le cerveau, eh bien, il se met en alerte et dans cet état-là, on ne décide plus, on ne décide plus toujours à partir de ses objectifs, mais à partir de ses peurs. Et là, il y a de grandes chances d'aller dans la mauvaise direction. Il y a une question qui nous vient. Je ne sais pas, vous les garçons, d'ailleurs, si vous voulez réagir sur un de ces chiffres, notamment peut-être toi, Julien, qui veut sauver la retraite des Français. Quand on se rend compte que 77% de ces derniers ne se sentent pas bien accompagnés par leur banque, est-ce qu'en fait, ça devient une priorité justement d'offrir d'autres services? Alors, c'est un sujet super paradoxal, la retraite, parce que tu as 81% des Français qui ont peur de manquer d'argent à la retraite. Et tu as la majorité d'entre eux qui ne font aucun effort pour préparer leur retraite à côté de ce qu'ils auront. Donc, c'est le sujet le plus inquiétant pour beaucoup de monde. Et pour autant, ils sont complètement verrouillés sur cette thématique et ils ne font pas l'effort de se dire oui, peut-être qu'on peut capitaliser à côté ou autre. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant. C'est très paradoxal, très français. On a des gros taux d'épargne en France, mais d'épargne sur le livret A. Au final, c'est un truc dont on parlera aussi tout à l'heure. Je pense que ça va vous faire un peu bondir de votre côté. Mais pour moi, c'est extrêmement paradoxal et extrêmement intéressant. J'ai un autre sujet qui me vient en écoutant Emmanuel, c'est que moi, le jour où j'ai eu le plus d'argent sur mon compte en banque, c'est le jour où j'ai vendu une partie de ma société à mon actionnaire. Et c'est le jour où j'étais le plus stressé financièrement. Je n'ai jamais été aussi à l'aise d'un coup. Et ce jour-là, tout à coup, il m'est arrivé plein de problèmes que je ne connaissais pas, que je n'imaginais pas. Enfin, j'ai imaginé que j'avais plein de problèmes et effectivement complètement verrouillé sur ce truc-là, alors que la vie était belle et que tout allait bien, donc c'était fantastique. Et je n'ai jamais été aussi stressé pendant les 3-4 semaines qu'on suivit. Et je pense qu'il y a beaucoup de fondateurs de startups qui ont vécu ce truc-là, qui se disent exactement pareil, avec un mini burn-out derrière, enfin des trucs un peu complètement lunaires. Personne ne va pleurer pour moi, j'en ai bien conscience. Ce que je veux dire par là, c'est totalement paradoxal. Et tu l'expliques? Bah, tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas faire. Enfin, même toi, même nous qui sommes habitués à avoir des sociétés, à gérer de l'argent qui n'est pas à nous. Là, parce que tu as un peu plus, tu as peur de perdre plus. Peut-être, ouais. Et puis la peur de te dire j'en aurai plus jamais autant, donc il faut y aller mollo. La première dépense à faire, c'est quoi? Complètement hallucinant. Et j'ai vraiment ressenti ce truc psychologique de blocage total face à cette chose-là et d'être très mal dans les 3 mois qu'on suivit sur plein d'aspects après la rupture. Ouais. C'est paradoxal, effectivement. C'est Totalement ce que beaucoup de personnes voient comme un Graal et en fait. Et personne n'en parle pour le coup parce que tu as du mal à te faire plaindre. Je l'entends. Mais... Emmanuel, une lecture de ça? Alors oui, en fait, ça vient actionner un mécanisme qui est totalement naturel dans le cerveau, un mécanisme de survie. C'est-à-dire que dès qu'on se retrouve dans une phase d'inconfort, de non-zone de confort en tout cas, plus que d'inconfort, de non-zone de confort. Or là, on arrive dans une situation en fait qui est inconnue, avec potentiellement aussi un sentiment de risque de perte de contrôle, de mise en péril peut-être avec des stratégies déjà existantes. Mais si jamais mon entourage apprend justement que j'ai tout cet argent avec moi, comment vont réagir les gens en fait? Donc, ça met en péril en fait tout un tas un écosystème autour de soi qui amène justement cette grande insécurité. Donc, ce qu'on se dit, c'est que paradoxalement, effectivement, c'est pas le niveau de sécurité financière qui fait le niveau de stress. Ouais.
Eh ben, c'est une parfaite transition avec ma question suivante. Pourquoi est-ce que l'argent stresse autant? Et du coup, les garçons, vous dites en fait qu'il peut être une zone de stress, que ce soit quand on en a beaucoup ou quand on en manque. Enfin, globalement, toi, Emmanuel, qu'est-ce que tu peux nous répondre à cette question sur ce stress autour de l'argent? Oui, alors c'est extrêmement stressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'argent est à la fois partout et en France, nulle part expliqué. C'est-à-dire que ça n'est pas dans les programmes scolaires et ça commence à arriver, cette pédagogie justement et cette semaine de l'éducation financière. Mais aujourd'hui, on se trouve en fait avec des Français qui prennent des décisions financières toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils doivent se loger, ils doivent épargner, ils doivent investir, ils doivent se protéger leurs enfants, se protéger pour la retraite à venir. Mais on ne nous apprend jamais vraiment comment faire. Du coup, je dirais qu'il y a 4 grandes choses qui se mélangent et ça me reboucle justement avec l'échange avec Julien précédemment. C'est-à-dire que 1, moi je parlerais du manque de repères. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qui est bien ou pas bien de faire avec cet argent. Ensuite, 2, une peur de se tromper. La peur de l'échec, ça encore une fois, c'est très français. Et vu que sur le plan financier, les conséquences peuvent être perçues comme étant importantes, eh bien, parfois on préfère ne rien faire. Ensuite, 3, ça va être ce que je dirais une charge mentale invisible. L'argent, elle est liée à des sujets très concrets, la sécurité, la famille, l'avenir. Donc forcément, sur le plan émotionnel, ça dégage énormément de choses. Et puis, en 4, je remettrai le contexte incertain par rapport à l'économie, à la géopolitique, à l'évolution de la réglementation sur nos épargnes, l'évolution de l'immobilier sur les investissements qu'on a pu faire. Voilà, on a vraiment ce sentiment qu'il y a une impermanence constante, les règles changent en permanence. Et c'est très compliqué de se maintenir en fait en veille par rapport à ça et de se rassurer surtout. Est-ce qu'on a peur de manquer? Enfin, est-ce que c'est ça quand même un gros moteur du stress qu'ont les Français à l'égard de l'argent? Alors, la peur de manquer, c'est pas tant la peur de manquer, c'est alors, par extension, c'est pas l'argent en fait qui nous manque. C'est ce que l'on peut atteindre grâce à l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une énergie qui circule, au même titre que, le nombre de relations que l'on a, par exemple, dans notre réseau, au même titre que notre temps, au même titre que, nos ressources, de compétences, par exemple. Et cet argent-là, eh bien, si on en manque, elle va mettre en péril l'atteinte de certains objectifs. Or, ce qui est intéressant, c'est que, on a une ligne de vie et je rebondis aussi sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. On est, on meurt. Désolée, mais là, il y a 100% de chances de gagner. Derrière, si on travaille, on a la retraite, on fait des enfants, il y a les études des enfants. Si on se met en couple, statistiquement, on a 70% de chances de se séparer. Pourtant, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup plus de personnes en face de moi qui jouent à l'euro-million que de personnes en fait qui anticipent ces vagues de vie qui sont statistiquement beaucoup plus probables pour eux. Et finalement, cette fuite de relation par rapport à l'argent nous empêche justement d'atteindre ces objectifs. Mais vu que la route pour atteindre ces objectifs est quelque chose d'extrêmement flou, eh bien, ça fait peur. Et encore une fois, plutôt que de risquer de se tromper, eh bien, on va observer un état en fait de léthargie, de non-action pour être sûr en fait de ne pas faire de bourde. Mais voilà, c'est pas forcément la bonne stratégie parce qu'à ne rien faire, eh bien, on n'arrive nulle part. Et à rien faire aussi, il y a peut-être un sentiment de culpabilité au bout d'un moment qui peut se dégager. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans l'entourage, dans les discussions qu'on a le week-end, il y a un truc qui est en train de changer sur il faut se prendre en main, maintenant, ça dépend que de toi. Et donc, finalement, je parle de culpabilité parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on peut même aller sur ce terrain-là où en fait on se retrouve d'autant plus figé et complètement sous les feux de la rampe en se disant il faut que je fasse quelque chose, mais qu'est-ce que je dois faire, par où je dois commencer, etc. C'est quelque chose que vous ressentez aussi? C'est vrai que c'est très paradoxal parce que d'un côté, et je rejoins ce que disait Emmanuel,
l'argent, ça correspond beaucoup à de la sécurité, en fait. L'argent, c'est très concret. Alors, on enlève les phénomènes d'inflation ou autres, mais l'argent, c'est la capacité à se loger, c'est la capacité à manger, c'est la capacité à répondre aux besoins primaires. Donc, l'argent, à mon avis, est associé pour beaucoup comme une sécurité. Et donc, dès lors qu'on n'a plus de visibilité sur ce que fait notre argent, sur ce que va générer notre argent, ou qu'on perd un peu des repères ou de la maîtrise sur notre argent, je pense que c'est source de stress, effectivement, et ces placements. Mais en même temps, et c'est là que c'est paradoxal, on est dans une société qui... alors peut-être que autour de la table, on est un peu plus spammé par ces sujets-là, mais on est quand même dans une société où on a beaucoup de recommandations de placement, recommandations d'investissement, où il y a pas mal de pubs sur le fait que laisser dormir son argent sur le livret A, et c'est factuel, c'est mathématique. En fait, ça finit par nous coûter de l'argent parce qu'on n'est jamais très très loin de l'inflation, et ça peut être problématique. Et donc, c'est effectivement très culpabilisant. C'est culpabilisant parce que on se dit, mais en fait, je suis concrètement en train de perdre de l'argent parce que j'ai envie de garder mon matelas de sécurité. Mon matelas de sécurité, il pourrait me rapporter 10, 20, 30 000 euros sur une échelle plus ou moins longue, et je le laisse... je le laisse dormir, en fait, tout simplement. Donc, effectivement, c'est un problème. Et nous, on le voit chez La Première Brique, parce que cette incertitude, c'est quelque chose qui... un exemple très concret, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des projets immobiliers. Donc, une personne qui vient participer chez nous, elle va placer de l'argent pour financer un opérateur immobilier qui va le rembourser à la fin. On voit une différence évidente et très nette entre une personne qui va nous donner des nouvelles et sur lesquelles on va pouvoir communiquer. Et finalement, quand on anticipe les questions de nos investisseurs, versus quand on ne les anticipe pas et qu'on se retrouve dans une situation où c'est les investisseurs qui viennent nous poser des questions. Parce qu'il y a un peu ce côté, où est parti mon placement ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Est-ce que mon argent est dans la nature ? Et donc, ce côté contrôle de son argent, je pense qu'il est très, très important. Et c'est tout le sens de la transparence et de la pédagogie. On parlait tout à l'heure avec Julien du fait que sur Gédéon, il y avait tout un programme de formation pour comprendre ce que c'était que sa retraite. Et ça va vraiment dans le sens de ce dont ont besoin les Français, parce qu'il y a cet aspect, je comprends ce qui est en train de se passer, je comprends ce que je vais faire, et c'est tout le sens de pédagogie qui est essentiel à mon avis. J'allais te demander, quand du coup, la dernière fois que tu as ressenti un peu cette anxiété, en tout cas cette crispation, vers quoi tu t'es tourné ? Est-ce que c'était... qu'est-ce qui a, on va dire, désenclenché ce mécanisme-là ? Le temps En fait, le temps, puis je me suis fait coacher. Okay. Mais il n'y a pas que le sujet de l'argent, parce que quand tu vends ta société, tu as aussi le sujet de qu'est-ce que je vais faire après, même si j'y travaille encore, tu vois, mais tu as cette thématique qui fait que tu as couru pour arriver à un objectif ultime de ta vie d'entrepreneur qui est d'atteindre ce point-là. Et puis, tu l'atteins, et puis, OK, c'est quoi le next step ? Normalement, c'est ta retraite, sauf que j'ai 44 ans, donc j'ai tout à fait encore la retraite. Et donc, je me suis fait coacher par un coach de dirigeant pour passer ce cap-là et retrouver de l'élan pour continuer à avoir envie d'entreprendre. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je crois pas mal à ce que tu disais aussi sur le sujet du stress, de l'insécurité. Et je pense que moi, ça vient en partie en France de l'État. Je crois que l'incertitude qu'on a sur les finances publiques, on en parle de plus en plus. Je veux dire, nous, on est très sensibles à ça parce qu'on est là-dedans. La fiscalité qui change. Voilà, on fait du tir sur cible mobile en permanence. On ne sait pas qui va être président en 2027. Et objectivement, on nous prévoit le feu de l'enfer, vu ce qui est annoncé entre les extrêmes qui se présentent. On a 2/3 des Français qui sont aux extrêmes aujourd'hui, ce qui est énorme, en fait. Et sûrement, parmi nous, il y en a. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Et ces 2/3 sont tous d'accord pour dire, par exemple, que la retraite devrait être à 60 ans, ce qui est un truc impossible financièrement à supporter pour la France. Et après, on est un pays où il va falloir payer des impôts, faire un budget un jour peut-être à l'équilibre, et on n'y arrive pas, on ne le fait jamais, on vit à découvert. Et moi, je pense que ça rajoute une dose aussi de stress alors aux gens qui sont un peu intéressés à ça. Mais on en parle beaucoup, les médias sont quand même beaucoup là-dessus. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on le voit tous les jours. Les charges sociales, on les paye tous. Vous connaissez tous le truc. Je crois que ce côté-là aussi, en France particulièrement, on rajoute.
avec l'absence d'éducation qui fait qu'on peut croire que la retraite à 60 ans est un truc cool. Par exemple, tu vois, pour moi, c'est de l'éducation, ça, c'est pas, c'est de la religion, c'est même plus des mathématiques, quoi. Ouais, et pour le coup, tu mets sur la table un sujet qu'on n'a pas du tout abordé encore, et pourtant, j'imagine que c'est une grosse zone de stress, c'est le crédit. Notre ami Mathias Battino, il en parle beaucoup de Trade Republic sur le mal du siècle, en fait, justement, à quel point l'accès à l'argent facile via des crédits à la consommation qui coûtent en fait extrêmement cher peuvent, au bout d'un moment, se retourner un petit peu contre nous-mêmes. Ça, Emmanuel, dans les personnes que tu accompagnes, le crédit, c'est une grosse zone de stress aussi ou pas trop? Alors, c'est assez étrange parce que je peux rencontrer des profils qui fuient le crédit, comme des personnes qui sont crédit addicts et qui sont proches parfois de frôler le surendettement. En fait, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a le crédit qui va travailler pour vous, enfin qui va être un levier en tout cas pour faire prospérer votre patrimoine, et le crédit qui va satisfaire un besoin immédiat, notamment sur la dopamine pour pouvoir s'acheter quelque chose là, maintenant, tout de suite. C'est vrai que notre cerveau, il n'aime pas forcément attendre, se projeter dans le temps. Et mettre de l'argent de côté pour atteindre un objectif, on ne nous a pas forcément appris ça. Or là, on a cet outil magique qui est le crédit, qu'on nous met à disposition. Mais on nous informe, mais on ne va pas forcément nous expliquer quels vont être les échos derrière sur notre gestion dans le temps. Un crédit à la consommation, c'est quelque chose en fait qui va s'orienter par exemple sur une voiture. Une voiture, ça ne se bonifie pas avec le temps, sauf si c'est une voiture de collection. Par contre, si on achète un immeuble de rapport, une maison, un appartement, eh bien là, c'est quelque chose qui va se bonifier avec le temps. Donc, il y a vraiment un écart, en fait, une distinction à avoir entre le crédit qui va porter quelque chose qui va prendre de la valeur et un crédit qui va porter quelque chose qui, au contraire, va satisfaire une envie sur l'instant, mais qui derrière, en fait, vous allez le payer cher. C'est vrai, ça c'est un calcul en fait assez fondamental de ratio de financement et de performance d'une opération qui est de se poser la question combien me rapporte ce que je vais acheter et combien me coûte ce que je vais acheter. L'argent qu'on va emprunter nous coûte et avoir ce réflexe, c'est pas évident. C'est clairement pas quelque chose que votre banquier va vous dire quand vous venez le voir pour un crédit à la consommation. Et pourtant, c'est fondamental parce que une télévision qui vous coûte 50 € par mois et qui vaudra 0 dans 3 ans, en fait, vous avez perdu 50 € par mois avec ce crédit. Et à la fin, vous avez besoin de rembourser le capital. Quand je dis 50 € par mois, je parle des intérêts uniquement. Voilà. Donc, effectivement, on reboucle là-dessus. Je pense que c'est notre combat à tous les trois autour de la table que d'amener beaucoup de transparence et de pédagogie dans les placements. C'est, à l'heure du digital, un combat qui est assez répandu et c'est une très bonne chose. Mais moins par les grands leaders en fait, de notre marché, qui sont les banques avec les livrets et autres. Heureusement. Si je peux rajouter un élément justement qui vient rentrer en écho par rapport au crédit. Alors, crédit à la consommation, il ne faut pas non plus tous les bannir. Il y en a certains qui permettent d'aller chercher des choses vertueuses. Mais notre cerveau, en fait, il est sujet au biais cognitif. Et il va essayer de repousser aussi l'échéance de la perte financière. Donc, on a les crédits à la consommation sur les biens périssables. On a aussi les reports de paiement ou les paiements en plusieurs fois. Tout ça, c'est le même mécanisme en fait de satisfaction immédiate de jouissance sur ce que l'on achète et puis le report dans le temps de la sortie d'argent que l'on va faire. Et ça fait qu'il y a des gens qui n'ont pas justement cet argent aujourd'hui au sein de leur patrimoine et qui vont le sortir de manière artificielle en prenant de l'argent de la banque. Et du coup, ça vient satisfaire le court terme au détriment du moyen et du long terme.
Ok, ouais, merci beaucoup. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle pas mal de stress, anxiété, inaction, voire même un petit peu crispation. Du coup, nous, dans la suite de notre baromètre, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que ça change concrètement pour les personnes que nous sommes aujourd'hui, les Français qu'on a interrogés. Je vous partage ces deux chiffres-là. Voilà, ce qu'on remarque, c'est que finalement, cette anxiété, comment elle influence notre comportement. D'une part, avec une augmentation de l'épargne de précaution. Donc, l'épargne de précaution, ça va vraiment être le double fond de votre portefeuille, ce que vous allez mettre sur des livrets ou pire, sur des comptes courants. En tout cas, on est à la recherche d'un matelas de sécurité le plus moelleux possible. Et on se rend compte que les personnes qu'on interroge, 44,5% d'entre elles, en ce moment, elles augmentent leur épargne de précaution. Donc, face à cette anxiété, cette angoisse, on se fait une pelote de plus en plus épaisse. Et l'autre revers de la médaille, mais ça pourrait être décorrélé, finalement, c'est la même chose, c'est que non seulement j'augmente mon épargne de précaution, et 21% des personnes qu'on a interrogées dirigent leurs investissements, cette fois-ci, vers des placements plus sécurisés. Donc, on a vraiment ce double effet un peu qui se coule de je veux de plus en plus de côté pour préparer mon avenir, et le peu que je vais investir, je vais quand même l'investir sur des trucs plutôt sécures. Donc, ma question pour Emmanuel, elle est très simple. Est-ce que cette peur, tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, ça nous fait parfois prendre aussi des mauvaises décisions pour notre avenir? Prendre des mauvaises décisions, oui, clairement. La peur, elle peut nous pousser à reporter indéfiniment une décision qui peut être utile dans le temps pour nous, pour notre avenir, pour l'avenir de notre foyer, de nos proches. Elle peut aussi nous amener à laisser dormir notre argent sans stratégie spécifique sur justement des supports qui ne vont pas faire grandir justement cet argent et qui, face à l'inflation, au contraire, va potentiellement nous faire gratter un petit peu de mois en mois. Ensuite, elle va aussi nous permettre, nous pousser à choisir uniquement ce qui va nous rassurer à très court terme, ce que l'on peut maîtriser, ce que l'on contrôle, ce sur quoi on a de la visibilité. Ou au contraire, elle peut nous pousser à faire des mouvements extrêmement brusques pour soulager une émotion. Or, une bonne décision financière, elle est prise en conscience et en connaissance. Elle ne devrait pas être prise sous l'effet d'un pic émotionnel. Elle devrait être réalisée, pour moi, j'utilise 3 éléments fondamentaux. C'est 1, un objectif, 2, un horizon de temps, et 3, un niveau de risque compris et assumé. Et c'est là justement qu'on peut mettre en place une pédagogie qui est claire et qui devient alors essentielle. À partir de quand la prudence, elle peut devenir frein pour vous? C'est quand justement elle reporte vraiment la décision, ou quand elle, à mon avis, quand elle bloque la réflexion, plus que quand elle bloque la réflexion. C'est-à-dire quand on arrête finalement de se poser la question de est-ce que je vais investir ou pas, et que on se dit juste non, mais en fait là le canal d'hormones, en fait tout ce que je vois dans les médias me stresse beaucoup trop. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. J'ai besoin de m'assurer que je pourrai manger dans un mois si tous mes comptes bancaires sont gelés. J'en sais rien. Enfin, jusqu'où on peut aller dans ces c'est presque du délire en fait. Et là, ça devient un vrai problème quand on arrête d'agir et d'être en contrôle, mais qu'on met simplement la tête dans le sable en se disant j'arrête de réfléchir et je n'agis plus. Parce qu'on a des chiffres, il y a beaucoup de chiffres qui tournent sur ce que ça coûte réellement de laisser son argent sur un livret A pendant 30 ans. Et c'est énormément d'argent perdu quand derrière on fait des efforts pour avoir des promos au supermarché. Il y a un peu une incohérence, quoi. C'est vrai que c'est peut-être l'occasion, comme c'est la semaine de l'éducation financière, de reparler aussi de cette histoire d'inflation, qui est une notion qu'une nouvelle fois on ne nous apprend pas à l'école, mais qui reste malgré tout un phénomène d'érosion monétaire. Donc moi je dirais aussi qu'en effet la prudence devient un frein quand finalement on est dans des économies qui
ont une inflation. Ça veut dire qu'un euro aujourd'hui vaut moins qu'un euro demain. Et donc, à partir du moment où mon euro reste sur de l'épargne de précaution ou en tout cas en cash, et ben, petit à petit, je m'appauvris. Et en fait, sans rentrer dans des grands calculs de mathématiciens ou en tout cas des projections financières sur des super supports d'investissement, c'est vrai que simplement se dire, ah bah, il y a de l'inflation dans l'économie, donc l'argent que j'ai aujourd'hui, ben, demain, il vaudra moins, ça répond un petit peu aussi à la question de quand la prudence devient un frein, ben, quand il y a de l'inflation, en fait, tout simplement. Ouais, surtout que l'inflation, on nous donne des indicateurs qui sont des paniers moyens, et tu t'achètes pas une télé tous les ans. En télé, ça coûte de moins en moins cher, donc ça fait baisser l'inflation. Tu as des tas de biens que tu n'achètes pas régulièrement qui sont dans ce panier-là. Et finalement, l'inflation réelle par rapport à ce que toi, tu t'achètes régulièrement est peut-être plus élevée que le chiffre qu'on a en tête tous. Complètement. Et finalement, tu t'appauvris peut-être plus que le 1,5 ou 2% par an, voire un peu plus que pendant le Covid. On s'en est plutôt bien sorti en Europe sur l'inflation. Je ne sais pas si vous avez fait un tour aux États-Unis depuis la fin du Covid. Mais grosso modo, manger à New York, c'est devenu un produit de luxe pour nous. Par rapport à eux, ils ont eu 10% d'inflation ou plus. Là où nous, on a eu 3, 4, 5. Vraiment, c'est des taux très différents. Et il y a une différence de niveau de vie qui s'est mise en place qui est vraiment très importante aussi à l'étranger. Là où à l'époque, aller aux US, ça ne coûtait pas si cher que ça il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment extrêmement coûteux. Tout dépend ce que tu dépenses et comment tu dépenses, en plus. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Si tu regardes le pétrole, la farine, les œufs, des choses assez basiques qu'on consomme tous les jours. Là, typiquement, le pétrole, heureusement, et je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, l'État a une politique protectionniste sur le sujet, et donc ça nous permet de limiter un peu les fluctuations, mais il y a un certain nombre de sujets et tu sais, c'est du quotidien qui sont... de l'éducation, le côté de l'État qui nous protège, parce qu'on parlait de crédit tout à l'heure, l'État nous protège beaucoup sur le crédit, sûrement beaucoup trop d'ailleurs. On a, nous, des contraintes sur des crédits qu'on ne devrait pas avoir à certains endroits, parce que nationalement, on nous dit, OK, tu ne dois pas avoir plus de tel % d'endettement, et le crédit à la conso doit être comme ça, et si on ne t'a pas dit ça et que tu n'as pas signé de ton sang, qu'on te l'a dit, marche. Enfin voilà, ce truc-là, ça participe aussi à la déséducation financière, parce que d'une certaine façon, on est tellement protégé tout le temps qu'on se dit, et puis à la fin, il y a le surendettement, donc au pire, on arrivera toujours à s'en sortir. Quand tu es aux US, que tu reçois une carte bleue préchargée, en fait. C'est ça ce que tu dis. Tu ne cherches pas à comprendre. Aux US, tu reçois ta carte bleue préchargée dans ta boîte aux lettres avec un taux à 15%. Tu n'as personne pour te protéger. Tu la prends, tu vas dépenser, tu sais que tu mets le doigt dans un truc dont tu ne sortiras jamais. Et les gens le savent. Enfin, tu vois, il y a je pense qu'on a aussi ce biais de protection, d'une certaine façon. On se dit, il y a toujours quelqu'un pour venir s'occuper de nous en France. Et c'est l'État très protectionniste qu'on a et très paternaliste, je pense, sur la sécu, sur l'hôpital, sur la retraite. C'est tous les mêmes sujets. Et je pense que ça participe aussi à ce manque d'éducation et d'une certaine forme de stress, ce qui est complètement paradoxal encore une fois. Mais c'est vrai que moi, j'ai un copain qui vit aux US qui m'a parlé de son credit score. Oui, credit score, mais tu l'as en Chine aussi, mais c'est social score là. Ouais, en Chine, c'est le niveau de donc aux États-Unis, ils ont en effet un credit score qui est mis à jour. Enfin, vraiment, il a son application qui lui dit ce mois-ci, ton credit score est de temps en fonction de quel est le niveau de dépense qu'il a eu ce mois-ci, est-ce qu'il a été à découvert, est-ce qu'il a contracté des nouveaux prêts. Et donc, en effet, il y a une forme d'exposition, en tout cas, une protection bien moins importante que nous face au crédit. C'est-à-dire que si tu prends un crédit ou si tu te mets à découvert, le mois suivant, tu as ton credit score qui baisse et de fait, il y a des conséquences. Quand tu as un credit score qui n'est pas bon, c'est plus compliqué de louer un appartement, d'acheter une voiture. Et c'est uniformisé, communiqué entre toutes les banques. Bien sûr. Là où en France, on est très protégé. Mais en fait, si sur le même mois, tu fais 5 crédits, c'est bon. C'est un petit tip que je donne aux personnes. Personne ne le sait finalement, tu vois. Et t'achètes pas une télé, on a bien compris. Ouais, c'est ça. Donc t'achètes pas une télé. Et Emmanuel se prend la tête. Oubliez ce que non, mais voilà, j'ai beaucoup de pirates dans mes clients justement qui me disent oui, mais comment est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc naturellement, le but du jeu, c'est de comprendre le cadre, maîtriser le cadre et utiliser le cadre pour atteindre ses objectifs. Après, c'est la responsabilité de chacun. Le but du jeu, c'est vraiment, là, dans le cadre de cette semaine de l'éducation financière, c'est de redonner le pouvoir de décision à chacun. Lorsqu'on dit que, justement, c'est Maman État qui est là pour nous protéger, on enlève la responsabilité, en fait, des individus. Lorsqu'on empêche les individus de se former
d'avoir accès à la formation sur cette pédagogie financière, on leur enlève aussi leur liberté de choix. Et tout ça, c'est tout simplement y aller en conscience. À partir du moment où on prend des décisions en conscience, on n'est plus justement sous le joug des émotions, des pulsions, de tout ça. Et on peut monter des stratégies pérennes et cohérentes. Complètement. Qui ne soit pas le surendettement. C'est ça. Si on peut éviter, c'est quand même mieux. On vous avait laissé la possibilité aussi de nous poser des questions. À nouveau, hein, le thème de cette semaine de l'éducation financière, c'est « Osons parler d'argent ». Donc, on voulait vous lire aussi. On en a sélectionné quelques-unes, dont une première qui est pas la plus simple, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment, Iran, etc. Bon, a priori, un seul exemple, en tout cas, pour cette personne, c'est l'Iran, qui a l'air d'être central. Mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que je vais perdre tout l'argent que j'ai investi. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Donc celle-là, je vais la prendre. Si je m'arrête sur l'Iran à proprement parler, on est vraiment dans un choc que nous, en économie, on appelle un choc exogène, et qui est lié à quelque chose de totalement imprévisible et qu'on n'aurait pas pu anticiper. Et en fait, quand on a un choc exogène, notamment sur les marchés financiers ou dans l'économie, c'est toujours un petit peu la même chose. La première chose qui se passe, c'est que tout le monde bascule de risk on à risk off. Donc, tous les gens qui étaient investis voient le choc arriver, sortent leur épargne, se mettent à l'abri, prennent leurs bénéfices, ils sortent. Ça, c'est la première phase, c'est systématique. En tout cas, quand on a un choc exogène de la sorte. Ensuite, il y a une deuxième phase. On est en plein dedans sur le sujet de l'Iran. C'est de déterminer qui est gagnant, qui est perdant. En l'occurrence, voilà, il s'est passé ce choc, ça a été secoué un grand coup. Qui gagne, qui perd ? Évidemment, si on parle de la bourse ou si on parle en ce moment des pétrolières, en ce moment, les pétrolières semblent être plutôt gagnantes. Les valeurs de consommation, c'est plus compliqué à dire. Donc là, on est vraiment dans cette deuxième étape. Elle va être plus ou moins longue. Ça, pour le coup, personne ne pourra dire si ça va se finir dans 3 semaines parce qu'ils auront trouvé un arrangement ou si ça va être un peu plus long. Mais ensuite, la troisième phase, et elle arrive toujours au bout d'un moment, c'est la revue des scénarios économiques par rapport à l'événement. Donc, finalement, cet événement qui a eu lieu, les 2 premières phases sont passées. On rentre dans la troisième. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que dans l'état du monde, ça modifie ? Et c'est là où on peut commencer réellement à faire des analyses économiques. C'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux si le pétrole est durablement à 60, à 100 ou à 150 sur les 5 prochaines années. Donc, pour répondre à la question, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que je vais perdre tout l'argent que j'ai investi. Je dirais qu'actuellement, on est dans la phase de OK, on a secoué le cocotier, qui va gagner, qui va perdre. Il y a toujours, en tout cas, une troisième phase qui vient après, qui est la revue des scénarios économiques, qui permet, notamment en investissement, de revoir aussi un petit peu sa stratégie. Donc, le meilleur conseil que je peux donner à la personne qui nous pose cette question, c'est surtout de ne rien faire, d'attendre que ces phases qui sont normales, et à nouveau, il y en a eu beaucoup des chocs exogènes, et il y en aura encore plein. C'est systématiquement dans ce ordre-là que ça se fait. Et donc, quand on pourra enfin revoir nos scénarios économiques et véritablement donner des tendances sur certains secteurs, certaines zones, certaines valeurs, peut-être à ce moment-là, en effet, revoir un petit peu sa stratégie globale. Mais globalement, je dirais que pour l'instant, sauf s'il y a un projet très court terme qui nécessite de récupérer votre argent dans les meilleures conditions, sinon on laisse un petit peu passer, surtout que dans la situation qui est la nôtre, en tout cas quand on parle de l'Iran, c'est très difficile de dire si ça sera fini lundi prochain. C'est souvent lundi avec Donald Trump. Donc, si ce sera fini lundi prochain ou si ce sera fini dans 3 semaines ou si ce sera fini dans 6 mois, sans tomber dans un débat après géopolitique, on a du mal, en tout cas économiquement, encore à dire quels seront les impacts de ça. Si ça se finit la semaine prochaine, globalement, ça va pas changer grand-chose au scénario économique qu'on avait déjà en tête. Si c'est plus long, il faudra passer par cette phase de revue un petit peu de toutes nos prévisions, quoi. Et si je peux me permettre de compléter, je vais citer une personne qui a plutôt bien réussi au niveau des placements et par contre qui est très très cynique, donc il faut prendre un peu de recul sur la citation. C'est une citation du baron de Rothschild qui disait « Quand le sang coule dans la rue, il faut investir dans la terre ». Et très concrètement, ce que ça veut dire, c'est
mais il y a toujours des opportunités. Et en fait, quand tout va mal, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête. Les crises, et ça c'est statistique, c'est historique, c'est les périodes de l'histoire où il y a eu le plus de boom de millionnaires et de personnes qui ont gagné énormément d'argent. Parce que les crises, c'est un moment où en fait tout bouge et où si on sait saisir des belles opportunités, on peut gagner énormément d'argent. C'est un point à avoir en tête. C'est pas que anxiogène, une crise. On espère. Deuxième question qu'on nous a posée, je gagne 1 800 € par mois. J'investis un petit peu chaque mois, mais j'ai l'impression que ça ne servira jamais à rien. Qu'est-ce qu'on peut... D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de questions, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à notre anonyme? J'ai fait quelques simulations pour essayer de repositionner un peu l'idée autour de ça. 1 800 €, j'ai considéré que c'était 120% du SMIC. C'est à peu près ça, c'est un poil plus, mais 120%, c'est un peu en dessous de 1 800 €, mais ça se tient. Et j'ai pris un truc de retraite, forcément. Quelqu'un qui a 64 ans aujourd'hui, qui arrive à la retraite et qui s'est décidé à investir 5% de son salaire, qui a toujours été 120% du SMIC, pendant toute sa vie. Pendant 40 ans de carrière, il a mis 5% de son salaire tous les mois de côté. Alors, la somme de ces cotisations-là, ça représente 36 000 €. Alors, je vous fais grâce de l'inflation, etc. Voilà. Et je lui ai fait faire des tests un peu sur différentes simulations, sur quoi il a placé, quoi. Donc, s'il avait placé sur son livret A, sur l'or, sur le CAC 40. J'ai fait l'immobilier lyonnais, mais je ne vous dirai pas la réponse parce que c'est un peu triste. Et donc, s'il a placé sur son livret A, ces 36 000 € représentent aujourd'hui 52 000 € de capital. C'est bien, c'est pas fantastique. Alors, ce qui est très important dans la simulation que je vous explique là, c'est d'avoir investi tous les mois. Ce n'est pas d'attendre une fois tous les 6 ans pour mettre de l'argent de côté. C'est vraiment tous les points d'entrée mensuels sur les marchés, tous les mois, mettre son petit 5% de salaire, ce qui est hyper important pour lisser les risques, pour être moins sensible aux crises, pour acheter des moments où c'est pas cher, des moments où c'est plus cher, mais voilà, l'un dans l'autre, on finit toujours par gagner. S'il avait investi sur l'or, donc il a acheté des onces d'or progressivement, il aurait 258 000 € de capital. Un peu mieux. Ce qui est déjà un peu mieux pour 36 000 € investis. S'il avait fait la même chose avec le CAC 40, il aurait 230 000 €. Donc voilà, ce qui est peut-être moins risqué que d'acheter de l'or et de le coller chez soi. C'est déjà un gap hyper important. Voilà. S'il avait pris les actions monde, là c'est un peu chaud parce que les indices monde il y a 40 ans ne sont quand même pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, mais il serait plutôt à 362 000 €. Et enfin, s'il avait acheté dans l'immobilier lyonnais, alors le truc c'est qu'il n'y a pas les loyers, il serait autour de 70 000, c'est juste la variation du prix. Et encore une fois, on espère que tout ça va changer dimanche. C'est le moment de dire que c'est la première brique qu'on ne fait pas que l'immobilier lyonnais. On est sur tout le territoire. Le truc qui est intéressant, je trouve, autour de ça, c'est qu'on part de 36 000 € et on peut aller jusqu'à 250, 260, 300 000 €. Et si on a commencé à 44 ans, et c'est vraiment ça que je vais mettre aussi en évidence, c'est que s'il a fait la même chose de 44 à 64 ans, là, il a cotisé 22 000 € au lieu de 36 000 en termes de cotisation mensuelle. Mais en fait, son capital, avec le livret A, c'est plus de 27 000. Avec le CAC 40, c'est plus que 54 000. Ouais. Voilà. Donc, le truc, c'est oui, ça marche, mais il faut le faire sur le long terme. Il faut le faire tout le temps. Il faut le faire tous les mois et le plus tôt possible. Quand je parle de retraite, quand vous commencez à cotiser à 20 ans, vous pouvez avoir 2 fois plus de retraite que quand vous commencez à cotiser à 30 ans pour le même prix par mois. Et 2 fois plus qu'à 40 ans et 2 fois plus qu'à 50 ans. Enfin, l'effet de la capitalisation, il marche dans le temps. Et les intérêts sur les intérêts, voilà, c'est ça qui marche. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette position, mais par contre, il faut vraiment le faire très régulièrement et le plus tôt possible. C'est hyper important de faire ces efforts-là. Il y a Nina sur le chat qui nous dit il est compliqué cet exemple parce que la vie n'est pas linéaire. Est-ce qu'en fait, c'est vraiment une question de montant ou plus de voilà, j'ai mis 40 € par mois au début, tu vois, c'était 5% de son salaire. Mais même à des 30, 50 € tous les mois, en fait, sur cette durée-là, et placé avec du risque, parce que quand vous êtes à 40 ans de la retraite, vous pouvez prendre des risques, il n'y a aucun sujet avec ça. On a mis en avant les fonds en euros des compagnies d'assurance pendant des années et des années. En fait, ça rapporte rien quand on a 20 ans. Enfin, ce n'est pas du tout des placements adaptés à du long terme. Si on sait prendre des risques, alors, il y a des professionnels pour ça, il y a des questionnaires de gestion financière dans les contrats d'assurance vie qui permettent de choisir le risque qu'on est prêt à accepter, etc. Mais si on sait prendre du risque, si on sait investir très régulièrement, surtout, et jamais des gros points d'entrée one-shot, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est des bons points ou des mauvais points d'entrée, donc un petit peu tous les mois, et même 30 € par mois pour commencer, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Je suis même certain.
Bon, super. Comment bien gérer mon argent quand on a l'impression de toujours subir? Ça, c'est une vraie question. C'est une bonne question pour Emmanuel, ça. N'est-ce pas? Alors, comment bien gérer mon argent quand on a l'impression de toujours subir? Je dirais que le premier levier, c'est de recréer un sentiment de contrôle là où on peut. Il n'y a pas besoin de commencer par des choses trop complexes. Moi, je pose à chaque fois 4 questions. C'est qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui me sécurise vraiment? Donc, matelas de sécurité, épargne de précaution, et après, on met les autres objectifs. Et ensuite, qu'est-ce que je veux rendre possible? Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie? Et donc là, voilà, on jalonne, on met dans le temps et on pose des chiffres, des objectifs. Et en fonction de ça, eh bien derrière, on va monter une stratégie progressive, tenable, soutenable dans le temps, justement avec cette mécanique d'abondement progressif. Et on peut remettre du cadre avec des règles de base. Je ne sais pas si Hugo, Julien, voilà, vous utilisez ça, mais le 50-30-20, ça peut être un bon repère. C'est-à-dire que on peut avoir 50% de notre revenu qui est mis sur nos besoins essentiels, 30% qui va être mis sur le confort ou la flexibilité, les loisirs, et ensuite 20% qu'on va mettre plutôt sur de l'épargne, sur l'atteinte de nos objectifs sur le long terme. Alors ça, naturellement, les 50-30-20, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une grille de lecture et ça doit toujours être adapté en fonction de la réalité de chacun. Oui, complètement. Et pour compléter ces 50-30-20, je pense que le sujet, c'est de diversifier. Et finalement, 50-30-20 tous les mois. Et il y a un aspect, on lisse complètement le risque parce que on se prémunit de placer sur un seul produit. On place tous les mois, a priori, on ne place pas sur le même produit. En tout cas, il faut avoir cette recommandation. Et ensuite, on se prémunit des tendances de marché. C'est-à-dire qu'un marché qui chute drastiquement, vous rachetez à un mois, en fait, vous avez un prix unitaire qui baisse d'achat de votre ETF ou autre. Et donc, au final, vous avez lissé votre risque et vous êtes protégé, entre guillemets, parce que dans l'investissement financier, on n'est jamais vraiment protégé. Et je dirais qu'il y a 4 grands piliers justement pour la diversification, parce que c'est la première fois quand même qu'on le dit aussi clairement. C'est l'épargne. L'épargne, les Français, ça, ils sont très forts là-dessus. C'est les livrets, c'est l'assurance vie, c'est le PER, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est revenu locatif. Accessibilité à l'immobilier, et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir un ticket de 100 000 € à mettre sur la table. Il y a aussi d'autres alternatives comme l'immobilier papier. Et derrière, c'est le levier du crédit, le bon crédit, pas le crédit conso, justement, encore une fois, sur les biens périssables. Et ensuite, la défiscalisation, puisque l'État, certes, nous prend de l'impôt, mais nous donne aussi 240 solutions en face pour agir pour le bien de la société et remettre justement cet argent au service de nos objectifs. Donc tout ça, c'est de se dire, est-ce que je suis sur un tabouret à un seul pied? Et si ça se dévisse, j'ai de grandes chances de terminer les fesses par terre. Donc comment est-ce que je diversifie? Juste un truc sur le bon crédit, la bonne assurance qui va avec aussi, de grâce, parce que généralement, c'est là où tout le monde se fait avoir. On est super surtout à 0,75 et on a une assurance qui coûte 2 derrière. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que tout soit optimum du début à la fin, quoi. Et ça, pour le coup, dans la grande majorité des cas, quand on prend un crédit, le taux de l'assurance, on ne pose pas la question et on le découvre au moment où on signe le crédit. Bien sûr, parce que c'est pas concurrentiel, enfin, c'est moins concurrentiel au départ. Par contre, on peut changer maintenant quand on veut. Eh oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, nous avons perdu Valentine, Hugo, Julien. Alors, dans le chat, est-ce que vous nous avez encore ou pas? Je suis tout seul dans ce Hop là. webinaire. Ça va, Emmanuel? Je suis désolé, on a eu un Voilà, problème d'internet. En fait, Julien, personne nous entend. voilà, ok. Donc, Valentine et Hugo ont leur connexion. Ouais, on a eu constatée. un léger problème technique. Et comme c'est Valentine qui avait le micro, elle est en train de faire pieds et mains pour se reconnecter. Ça va arriver, les aléas du direct. Oui. Mais si on peut Et heureusement justement... qu'on avait Emmanuel pour... je me demandais si c'était pas moi justement qui avait bugué, donc je me suis déconnectée, Non. reconnectée, mais non, a priori j'étais la seule en place. C'est vrai, on n'est pas chez Free. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez d'autres pour comment bien gérer son argent quand on a l'impression de toujours tout subir? Ou est-ce que c'est bon pour vous sur cette question-là? Ouais, moi je suis... Mais c'est assez faible en fait. Alors, on a les gens là qui sont toujours en ligne. Donc, est-ce que vous avez des questions là? Mettez-nous dans le chat pour qu'on rebondisse dessus justement le temps que Valentine et Hugo se règlent. Tu es sur Livebox? Ouais. Ok, vous m'entendez là? Des routines, je trouve que ça aide à gérer. Oui, exactement. Il faut se discipliner et les petites actions régulières payent à l'arrivée. Je reviens justement sur cette notion-là. C'est une image moi, que je donne souvent à mes clients. C'est je leur dis, je vous donne une louche et je vous invite sur la plage. Ça va être la saison justement. Et sur la plage, eh bien, je vous propose de creuser un trou de 2 mètres, mais je vous donne que 5 minutes pour le faire. Et à la clé, eh bien, j'ai vos 200 000 € de retraite. Est-ce que vous jouez? Mettez-moi dans le chat, justement. Je vous propose une louche pour creuser un trou de 2 mètres en 5 minutes. Est-ce que vous jouez? Non, nous dit Stéphanie. Non, Damien, non, jamais, Julien. Alors, oui, là, l'objectif, il semble complètement inatteignable. Alors maintenant, je vous change les règles. Je vous donne une cuillère à soupe et je vous propose de creuser ce même trou de 2 mètres, mais vous avez pour cela 48 heures. Est-ce que vous jouez? La taille de la louche, nous dit Hugo. Oui. Eh bien, oui, bien sûr. Eh bien, les petits efforts de Karl, il y avait les 200 000 € à la clé, Julien. Oui. Voilà. Donc là, bien entendu, c'est plus atteignable, nous dit Hervé. Ça se réfléchit, nous dit Kelly. Bon, il y en a qui sont un peu flemmards, là, je crois, dans le chat. Ils disent non, moi, trop la flemme, là, sur la plage, trop de sable. Donc, en effet, c'est long. Et du coup, eh bien, ces petits efforts réguliers, même si notre cuillère elle est un petit peu moins grosse que la grosse louche, eh bien, cette fois, l'objectif va être atteignable. Votre épargne tous les mois, c'est exactement cette même logique, cette même discipline. Alors, on a retrouvé Valentine, Hugo, Julien. C'est bon, on a tout le monde. C'est bon, oui. Vraiment perdu Valentine, hein. C'était très très loin là. Hein. Ouais, on est tous les trois dans la même salle, donc en effet, on a tous été soumis au même petit bug. On était sur les 4 jambes de la diversification. J'ai l'impression que du coup, on était presque prêt à répondre à la question suivante. Moi, je te la pose quand même, Hugo. Est-ce qu'on peut vraiment être à l'aise grâce au placement? Et peut-être que tu sauras même nous dire comment. Alors, j'ai fait quelques calculs, effectivement, pour préparer le rendez-vous comme Julien a pu le faire. Je pense qu'on peut être à l'aise grâce au placement et je pense même qu'il faut placer pour être à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un constat qu'on a commencé à partager sur la retraite en France. Et on a une tendance démographique. On a en fait des chiffres qui sont assez probants. En 1970,
on avait 4 cotisants pour un retraité. Avec les débats de ces derniers mois, tout le monde a un peu ces chiffres en tête. En 1970, on avait 4 cotisants pour un retraité. En 2025... Un retraité de plus de 65 ans. 65 ans. En 2025, on a 1,4 cotisants pour un retraité. Donc, mathématiquement, ça devient plus compliqué de contribuer à l'élan de solidarité très noble qu'on a mis en place en 1945 et de sortir une retraite qui soit pleinement performante, sauf à être accompagnée par MPP ou Gédéon, naturellement. Mais ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, placer, et je reprends ce que disait Julien sur le fait que, effectivement, plus on place tôt, plus c'est performant. Moi, l'exemple, je l'avais fait avec 200 € par mois sur 20 ans. Avec un livret A, on gagne 48 000 € à la fin. Avec des ETF, donc des produits sur différentes classes d'actifs, à 7%, on gagne 118 000 € à la fin. Donc, c'est 2,5 fois plus pour exactement le même effort d'épargne. Et on parle de 20 ans. Donc oui, améliorer sa rente à la retraite, ça se fait aujourd'hui grâce au placement. Après, est-ce qu'on peut être rentier grâce au placement? Je pense que ça dépend beaucoup de ce que vous placez. Mais un exemple assez simple, hein. Aujourd'hui, vous passez 10 000 €. Donc là, j'ai pris un exemple plus la première brique. On est à 7% à peu près net. J'ai même dégradé le modèle en disant qu'on allait sur du 5% net. Vous placez 10 000 € à 5% net avec une capitalisation des intérêts, donc c'est-à-dire que vous récupérez vos intérêts puis vous les remettez en investissement tous les 3 ans. En fait, sur 10 ans, vous gagnez 5 969 €, précis. Et sur 30 ans, vous gagnez 30 456 €. Donc, c'est vraiment l'illustration de l'importance qu'il y a d'être régulier et de finalement, s'astreindre à une discipline de placement régulière pour derrière s'acheter une rente. Et après, on a aussi la règle des 4% là-dessus qui est assez connue, qui est de dire qu'en fait, un placement à 4% aujourd'hui doit s'auto-entretenir. Il y a un certain nombre de montants, là, pour le coup, je suis moins précis, parce que je vous laisserai aller chercher sur Internet, mais la règle des 4%, c'est de dire que selon le montant que vous mettez, dès lors que vous ne visez pas plus de 4% de rendement et que ces 4%, vous les conservez et que le surplus, vous le prenez pour vous, en fait, votre rente s'auto-entretient, le capital reste, et vous avez une rente à vie, alors qu'il peut aller de 300 à 50 000 € selon le montant que vous mettez, bien sûr. Mais oui, on peut être à l'aise grâce au placement. Ça dépend de quand est-ce que vous commencez à investir et quelle discipline vous avez pour investir. Voilà, pour faire simple. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous propose, pour ceux qui restent avec nous jusqu'au bout, de prendre connaissance de ces petits codes promo quand même qui ont été négociés par Julien, Hugo et moi. Dans l'idée, voilà, on avait envie de passer un petit moment ensemble autour de ces thématiques d'argent, d'anxiété, de crispation. Il faut évidemment que ce soit une thématique un petit peu plus large que ça. Donc, de notre côté, Cash sur table continue toute la semaine. Hein. Vous avez accès à pas mal de ressources directement sur le site qu'on a préparé à l'occasion. Ou peut-être, tu peux nous remettre dans le chat l'adresse du site où on peut retrouver toutes les infos. Et si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec une de nos sociétés, ben, du coup, en l'occurrence pour mon petit placement, on vous a préparé un petit code Cash sur table que vous pouvez indiquer à l'inscription et qui vous offre 0% de frais pendant 1 an. Toi, Julien, qu'est-ce que tu nous as dégoté? Alors nous, on a fait un code qui s'appelle Cash sur table aussi, figure-toi. On vous a un peu copié. Et nous, on offre 50 € d'épargne offerte sur votre plan d'épargne retraite. Voilà. On ne vous donne pas 50 € comme ça, parce qu'on vous aide à faire un effort d'épargne. Mais on vous place aussi 50 € de plus sur votre PER avec ce code. Trop cool. Et Hugo? Nous, on a cherché à se démarquer. Donc, on a créé un code ZBVFH. En plus, il est très compliqué. Il est très compliqué à lire. Voilà, il paraît que quand c'est compliqué, on le retient mieux. Et l'idée, c'est que sur votre premier investissement, sur le montant de votre premier investissement, vous avez 1%
qui vous sont reversés immédiatement sur votre portefeuille, la première brique. On avait une question tout à l'heure, et c'est vrai que ça peut être intéressant de reboucler là-dessus, sur ce que chaque société fait pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de visio. On a Mon Petit Placement qui a pour mission, qui est une start-up lyonnaise qui a pour mission de démocratiser l'investissement pour tous. Gédéon qui veut sauver la retraite des Français. Start-up lyonnaise aussi, on est entre Lyonnais ici. Start-up lyonnaise qui veut sauver la retraite des Français grâce à la digitalisation. Et la première brique qui permet d'investir à partir de 1 € dans l'immobilier pour près de 12% de rendement. Les finances d'Emmanuel aussi, qui vous propose un joli cadeau de bienvenue. Peut-être Emmanuel, si tu veux donner quelques infos sur ce que tu offres. Oui, exactement, puisque moi, je suis donc accréditée conseillère en investissement financier. Donc, je vous aide en fait à paramétrer, à programmer votre GPS, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, quelle est votre situation de départ, et derrière, eh bien, on va venir scanner ensemble le champ des possibles, c'est-à-dire quelle est la route qu'on va pouvoir emprunter, les véhicules qu'on va pouvoir emprunter. Et le but du jeu, c'est vraiment d'être en mode copilote à côté de vous. C'est vous qui avez le volant, c'est vous qui avez les pédales. Moi, je suis juste là pour vous expliquer en fait ce qu'il en est, comment ça se passe, à quoi ça correspond, comment ça fonctionne. Et derrière, eh bien, je vous accompagne sur chaque étape. Et j'ai fait ce parti pris pour le coup assez marquant par rapport à l'absence d'information en éducation financière en France. C'est que ma rémunération, elle est uniquement si vous avez besoin de véhicules financiers en face. En tout cas, je vous communique tout ça en toute transparence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bon, super. Merci beaucoup. On a dépassé un tout petit peu, mais on savait qu'on s'attaquait à une grosse thématique et je pense que ça aurait pu être beaucoup plus long. Mais en tout cas, merci pour ces échanges. Merci Emmanuel chez toi et aux garçons depuis Lyon. Et puis, on espère que ça vous aura donné plein de belles idées et aussi de belles discussions à venir avec les gens qui vous entourent. Bonne semaine de l'éducation financière à tous et à très bientôt. À très bientôt sur les réseaux. Merci à tous. Au revoir.